Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, pour cette semaine du 6 au 12 novembre 2023, voici la revue de presse donc hebdomadaire du PRCF pour commenter une fois de plus une semaine qui aura été riche en événements. Et l'événement de la semaine en est d'ailleurs la preuve la plus spectaculaire. Puisque l'événement de la semaine, eh bien, c'est la dénommée Marche civique contre l'antisémitisme, organisée à l'initiative de Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, et soutien inconditionnel, rappelons-le, du régime colonialiste et raciste israélien, et de Gérard Larcher, qui est lui président LR du Sénat. Une marche civique à laquelle ont participé le PS, ELV, le PCF-PGE, mais aussi les LR, le Rassemblement Le Peniste et Reconquête d'Éric Zemmour. L'occasion pour les médias aux ordres de saluer une grande mobilisation avec des descriptions autrement élogieuses que celle à laquelle avaient droit les travailleurs pour la défense des retraites, et qui avait rassemblé, rappelons-le, des millions de travailleurs dans les rues. Prenons un seul exemple, le Parisien, qui décrit jusque dans les moindres détails cette marche civique, en précisant que l'esplanade des Invalides, point de départ de la marche, était noire d'une foule compacte, tandis que les stations de métro et les rues adjacentes étaient engorgées, témoignant d'une très forte affluence à cette marche civique contre l'antisémitisme. Bien entendu, il faut justifier cette manifestation qui a surtout confirmé le grand confusionnisme et la fascisation sans complexe touchant le pays. En témoigne d'ailleurs la présence banalisée de l'extrême droite lepéno-zemmourienne, qui est le meilleur représentant en réalité de l'antisémitisme en France, et notamment parmi les participants bien entendu, et qui a disposé d'un service d'ordre privatisé en la personne de la Ligue de défense juive, une organisation classée terroriste aux États-Unis et qui n'a pas hésité d'ailleurs à donner la claque comme le rapporte Libération. Passant à vélo sur le boulevard Saint-Germain à côté du cortège, un jeune homme crie à la volée « Dégage Marine Le Pen, vous êtes des bandes de fachos ». Une foule de militants de la Ligue de défense juive, une bonne vingtaine d'hommes, costauds et masqués, se sont jetés immédiatement sur lui et l'ont lynché au sol au cri de « Défoncez-le, ce fils de pute ». Cela a duré quelques secondes. Il a fallu l'intervention de la police pour protéger le jeune homme. Il est reparti, choqué, après plusieurs minutes. À la police, il souffle « Je ne savais pas qu'à la LDJ, ce sont des fous comme ça, ce sont des néo-fascistes ». Bien sûr, ce jeune homme dit vouloir porter plainte. Et l'un des manifestants de s'écrier au sujet de la LDJ, alors lui, manifestant à cette fameuse marche civique, ce sont les seuls qui nous protègent. Il s'appelle Jonathan, la quarantaine. La France, c'est la soumission. Houellebecq a tout compris, ajoute le même en référence au roman de l'écrivain, avant de crier « Il est où Julien Audoul? Le meilleur sur CNews, c'est lui. » Heureusement qu'il y a quand même encore un minimum de lucidité parmi les citoyens français de confession juive, à l'image de ceux du Golem qui a entonné « Et nous, on dégage les fachos, Le Pen casse-toi, les juifs veulent pas de toi ». Ou également, c'est à l'image de la présidente de la LICRA du Bas-Rhin, Fabienne Angèle, qui a déclaré « J'ai dit que le RN n'était pas invité, et j'ai précisé que c'est une position historique de la LICRA. Tant que le RN a ce corpus basé sur l'antisémitisme et le racisme, tant qu'ils ne font pas le ménage chez eux, pour moi, c'est un parti qui n'a pas les valeurs que nous défendons à la LICRA. Concernant LFI, localement, on a de très bons rapports avec eux. En tout cas, on se souviendra une fois de plus que des forces dites de gauche ont contribué à cette grande confusion. Le chiffre de la semaine, à présent, économique celui-ci, 37 000. C'est le nombre d'emplois menacés dans les entreprises en faillite pour le troisième trimestre de l'année 2023, comme le rapporte d'ailleurs BFM TV le 10 novembre 2023. Et BFM TV de préciser que c'est du jamais vu depuis 2016, en dépit du prétendu retour à la normale qui sert de justification pour la Macronie, en réalité aux abois à tous les niveaux, puisque en réalité il y a 2 fois plus de défaillances qu'en 2019, et la Macronie explique qu'il s'agit d'un simple effet de rattrapage. En réalité, ce n'est pas le cas. Parce que d'une part, les entreprises sont de plus en plus inquiètes sur leur trésorerie, du fait du remboursement du prêt garanti par l'État qui avait été accordé dans le contexte du coronavirus, de la fin du bouclier tarifaire au moment où l'inflation poursuit ses dégâts, pensons par exemple aux factures d'électricité, et au moment où les entreprises cherchent comme toujours des bénéfices accrus, cela va de soi. Et puis d'autre part, n'oublions pas que structurellement, comme le rappelait l'ancien PDG d'Airbus et de la SNCF Louis Gallois, petite anecdote, celui-ci avait entamé son engagement politique au CRS de Jean-Pierre Chevènement dans les années 1970,
Eh bien, Louis Gallois, il y a quelques semaines, déclarait « Nous n'avons pas fini de payer la facture de cette négligence collective qu'est celle de la désindustrialisation massive. » Une désindustrialisation que combat le PRCF et qui est nourrie massivement par l'Union européenne du capital. Parce que celle-ci, en prônant une économie de marché ouverte sur le monde où la concurrence est libre et non faussée, et en soumettant la production aux impératifs de rentabilité financière, a largement contribué à l'état lamentable des structures économiques du pays. Avec, pour applicateurs zélés d'ailleurs, tous les eurogouvernements et toutes les forces politiques eurobéates, y compris celles de gauche, celles dites de gauche plutôt, eh bien, qui ont contribué à ce désastre depuis plus de 40 ans. Un désastre qui malheureusement se poursuivra dans les semaines et les mois à venir, montrant plus que jamais l'incompétence crasse de la Macronie jusque dans le domaine économique et la nécessité du Frexit progressiste, disons-le clairement. L'image de la semaine à présent, en date du 7 novembre 2023, et elle nous vient de New Delhi. Elle montre une mère qui aide son enfant à respirer à l'aide d'un nébuliseur aux urgences de l'hôpital pour enfants Chacha Nehru Bal Chikitsalaya. Veuillez excuser, ce n'est pas facile à prononcer. Et c'est le journal Slate qui précise que la capitale indienne, envahie par un mélange d'émissions d'usines, de véhicules et de fumée d'incendies agricoles, est régulièrement classée parmi les plus polluées de la planète. Beaucoup d'enfants de New Delhi souffrent d'asthme et de pneumonie, des maladies qui ont augmenté à mesure que la pollution a atteint son apogée dans cette mégapole de 30 millions d'habitants. Au cours des derniers jours, l'indice de qualité de l'air de la ville a régulièrement franchi la barre des 450, ce qui équivaut à fumer de 20 à 30 cigarettes par jour selon les pneumologues. Alors précisons, ce sont de ce qu'on appelle des cas de particules fines cancérigènes pour les données. Et d'ailleurs, Le Monde ajoute que l'air de New Delhi est irrespirable. Comme tous les ans, d'ailleurs, ce n'est pas une surprise avec l'arrivée de l'hiver. Eh bien, les taux affichés, ils sont à des niveaux qui peuvent aller jusqu'à 30 fois les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Par conséquent, face aux nuages toxiques qui enveloppent la capitale indienne depuis plusieurs jours, les autorités ont ordonné le 3 novembre la fermeture des établissements scolaires. Bref, nous voyons que nous sommes face à une situation catastrophique pour un pays qui, certes, connaît un développement économique imposant lui permettant d'être désormais au 6e rang des économies mondiales depuis 2018, devant la France. Mais un développement économique qui, comme l'expliquaient déjà Marx et Engels en leur temps, épuise les deux sources de richesse que sont la terre et les travailleurs. Et en Inde, cela prend des proportions dramatiques, en affectant essentiellement les travailleurs et les couches populaires en termes de santé et d'éducation. Une autre image permet d'ailleurs de rendre compte de l'ampleur de la situation, toujours en date du 7 novembre 2023, eh bien c'est l'impressionnante fumée de nuages qui couvre, qui cache littéralement le Taj Mahal, situé à environ 200 km de New Delhi et qui est à peine reconnaissable. La situation s'est naturellement aggravée sous la direction du réactionnaire illuminé Narendra Modi, qui, rappelons-le, avait été invité d'honneur d'Emmanuel Macron le 14 juillet dernier. Face auxquels, rappelons-le aussi, s'étaient dressées les plus grandes grèves de l'histoire à l'automne 2020, avec 250 millions de personnes dans les rues. Preuve que le combat environnemental constitue d'ailleurs, plus que jamais, un combat de classe, que mène le pôle de renaissance communiste en France, avec notamment le manifeste écologiste. La personnalité de la semaine, à présent, en réalité, il y en a deux, qui ont un destin similaire. D'une part, Ehad Tamimi, jeune icône de la cause palestinienne de 22 ans qui, comme le rapporte Le Monde, a été arrêtée par l'armée israélienne après avoir été interpellée dans son village de Nabi Saleh en Cisjordanie, car la jeune femme est accusée d'incitation au terrorisme pour un message menaçant posté sur Instagram. Sa famille affirme qu'elle n'en est pas l'autrice, soit dit en passant. Jeune icône de la cause palestinienne parce que, comme le rappelle France 24 à l'occasion de son arrestation le 6 novembre 2023, adolescente, elle était devenue une icône pour les Palestiniens après avoir été emprisonnée pendant 8 mois par Israël pour avoir frappé en 2017 des soldats dans son village de Cisjordanie occupé. Un véritable crime de lèse-majesté pour le régime colonialiste et raciste d'Israël qui, bénéficiant de l'impunité totale garantie par les États-Unis et du soutien inconditionnel d'illuminés comme Yael Braun-Pivet, eh bien, peut poursuivre la colonisation illégale et meurtrière de l'ensemble des territoires palestiniens, comme depuis d'ailleurs des décennies. L'autre personnalité de la semaine est Mariam Aboudaka, militante palestinienne, arrivée légalement en France et qui en a été expulsée.
Et comme le précise Le Monde du 8 novembre 2023, la représentante du Front populaire de libération de la Palestine, organisation classée terroriste par l'Union européenne, et juste par l'Union européenne d'ailleurs, était visée par un arrêté d'expulsion, d'abord suspendu par le tribunal administratif. Seulement voilà, le Conseil d'État a tranché en faveur du ministère de l'Intérieur, précisant d'ailleurs que l'expulsion de la militante ne peut être considérée comme portant une atteinte gravement illégale à sa liberté d'aller et venir, ni en tout état de cause à sa liberté d'expression. Justification tordue, d'autant plus que le tribunal administratif, qui avait suspendu l'arrêté d'expulsion le 20 octobre, avait justement dit exactement le contraire. Bon, une nouvelle fois, la justice de classe a fonctionné à plein tube, contribuant davantage au confusionnisme et à la montée du fascisme en France. La déclaration de la semaine, eh bien, elle est signée Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne et qui a salué un jour historique, le mercredi 8 novembre, puisque la Commission européenne a recommandé d'ouvrir les discussions d'adhésion à l'Union européenne avec l'Ukraine et la Moldavie, car, dixit Ursula von der Leyen, l'élargissement est une politique vitale pour l'Union européenne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signé un document demandant à l'Union européenne de permettre à l'Ukraine d'adhérer immédiatement au bloc des 27 dans le cadre d'une procédure spéciale. Cette demande intervient alors que le pays est assiégé depuis 6 jours par les forces russes. Notre objectif, dit-il dans ce courrier, est d'être ensemble avec tous les Européens et surtout d'être sur un pied d'égalité. Je suis sûr que c'est juste, je suis sûr que c'est possible. Mais de telles décisions doivent être approuvées par les membres de l'Union européenne, pas toujours d'accord ces dernières années sur l'élargissement. Et bien sûr, d'autres pays candidats, ici en rouge notamment les pays des Balkans, tentent depuis des années de satisfaire à des conditions complexes. Bien entendu, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué mercredi la bonne décision. Notre État doit être dans l'UE. Les Ukrainiens le méritent, a-t-il dit dans une vidéo publiée sur Telegram. On se doute bien qu'il le mérite pour la guerre menée, pour la marche à la guerre contre la Russie. Et tant pis d'ailleurs si la joie de l'illuminer à la tête du régime pro-nazi de Kiev alimente toujours plus le risque d'une conflagration nucléaire, puisque la Russie ne saurait accepter un tel élargissement. Un élargissement qui d'ailleurs, comme le signale France Info le 12 novembre 2023, ira au-delà de l'Ukraine et de la Moldavie, puisque l'UE du capital souhaite tendre vers une Union européenne à 35. En effet, la Géorgie n'est pas loin derrière. Et si on ajoute les pays des Balkans occidentaux qui attendent et veulent entrer eux aussi, ça reste à démontrer d'ailleurs, l'Europe sera non plus à 27 mais à 35. Et France Info de s'interroger, est-ce que cette UE à 35 sera pilotable? Rappelons d'ailleurs que le dernier grand élargissement à l'Est a eu lieu le 1er mai 2004, lorsqu'adhérèrent les régimes réactionnaires ayant pris la suite des républiques socialistes de Hongrie, de Pologne, de la défunte Tchécoslovaquie, et puis en 2007, ajoutons aussi la Roumanie et la Bulgarie. Autant de régimes capitalistes aujourd'hui corrompus, qui exploitent les travailleurs pour la plus grande joie de l'UE du capital, une UE du capital qui, elle, adepte de la totale liberté de circulation prônée par les imbéciles et dogmatiques critères de Maastricht, profitera de l'aubaine pour renforcer la funeste concurrence libre et non faussée entre les travailleurs. Et ce qui écrasera bien sûr davantage les services publics, les conquêtes sociales et les salaires. Le tout en œuvrant de fait à la mise en œuvre d'une grande Europe euro-régionaliste et euro-fédéraliste que défend Macron à travers son pacte girondin. Et une grande Europe qui démantèlera encore plus la République unie et indivisible. Encore une fois, raison de plus pour délégitimer en juin 2024 cette Union européenne par un boycott populaire, massif et citoyen. L'infolue de la semaine à présent, eh bien c'est la grève qui a démarré le samedi 11 novembre 2023 à Bricorama, plus précisément dans 5 magasins de l'enseigne de bricolage qui fermeront au printemps 2024, précise le Parisien. Tout en ajoutant que les travailleurs protestent contre le faible niveau d'indemnisation proposé par la direction, et que pour les syndicats, 13 autres magasins pourraient être sur la sellette. Parmi les 5 magasins qui fermeront se trouve celui de Saint-Germain-les-Arpajons, dans le département de l'Essonne, où, comme le rapporte le Républicain de l'Essonne, le mouvement de grève avait lieu à l'initiative de l'intersyndicale composée de la CFE-CGC, de la CFDT et de la CGT. Si les salariés ont accepté la fermeture de leur enseigne,
mauvaise nouvelle bien entendu, eh bien ils entendent obtenir les meilleures conditions de départ possibles. Le plan de sauvegarde de l'emploi qui est proposé pour l'instant est un plan au rabais, insiste Hassen Boulabel, représentant CFE-CGC des salariés. On appréciera au passage les vertus du prétendu dialogue social, ainsi que la puissance de la propagande patronale, puisque celle-ci, bien aidée, il est vrai, par le Macronat et les médias aux ordres, arrive à faire croire que la destruction d'emplois et la fermeture d'usines, ainsi que tous les licenciements qui vont avec, constituent un plan de sauvegarde de l'emploi. C'est tout le contraire en réalité de la dramatique situation pour des milliers de travailleurs, dont ceux de Saint-Germain, les Arpajons. Et précisons que sur les 5 magasins, ce sont 87 salariés et autant de familles qui sont aujourd'hui en souffrance face à cette situation. Ce que l'on demande, précise Hassen Boulabel, c'est seulement le respect des salariés. Le respect des salariés. Inutile de dire que le capital ne sait pas ce que c'est. En tout cas, raison de plus pour apporter le soutien à ces travailleurs confrontés aux effets dévastateurs de la concentration capitalistique. Car rappelons que Bricorama avait été racheté en 2018 par Bricomarché, une enseigne du groupe Les Mousquetaires. Une opération qui s'effectua à l'époque dans le plus grand secret et en suscitant la crainte légitime des syndicats, comme le rapporta Le Parisien le 22 septembre 2017. Heureusement cependant que, soit dit en passant, il paraît que le chômage baisse, et précisément sa compensation financière. Du moins, c'est ce que dit la Macronie aux abois, à tout point de vue, comme nous l'avons déjà dit, y compris économique. L'UE au quotidien, eh bien, c'est l'annonce le jeudi 9 novembre du fait que les États membres et le Parlement européen se sont entendus jeudi sur un texte qui prévoit la nécessité de restaurer 30% des surfaces terrestres et marines dégradées d'ici à 2030. Et selon des données communautaires, plus de 80% des habitats naturels, au sein de l'Union européenne bien sûr, sont dans un état de conservation mauvais ou médiocre. Alors il s'agira d'une directive en fait pour la restauration de la nature que l'UE a grandement contribué à saccager, précisons-le. Une nouvelle qui réjouit forcément les eurobéas comme Pascal Canfin, ancien membre de LV et qui est devenu eurodéputé Renaissance à l'occasion du scrutin européiste de mai 2019. Et qui est désormais président de la Commission environnement du Parlement européen. Pascal Canfin explique qu'aujourd'hui, il n'y a aucune gouvernance de la biodiversité à l'échelle du continent. Cela, on l'avait déjà compris, soit dit en passant. Le concept juridique de restauration de la nature n'existe pas. C'est donc une étape significative qui vient d'être franchie. Pascal Canfin se gardera cependant de préciser que cet accord est le fruit d'un compromis avec le Parti populaire européen, PPE, la droite réactionnaire. Or, comme le signalent les Échos, le texte prévoit un frein d'urgence permettant de suspendre temporairement, pour 1 an maximum, en théorie du moins, son application sur les écosystèmes agricoles, dans ces cas exceptionnels de menaces sur la sécurité alimentaire. Autrement dit, ce texte ne sera pas appliqué, parce que la situation de menace et de pénurie alimentaire, elle se présentera fatalement pour des terres agricoles de plus en plus soumises à une forte pression anthropique, et exposés aussi à des pressions environnementales en tout genre, qui contraindront probablement à garantir tout le temps la sécurité alimentaire, parce que c'est quand même ça aussi qui est une urgence nécessaire. En somme, nous avons un accord au rabais, qui ne s'attaque nullement aux grandes causes structurelles du saccage de la terre et des travailleurs engendrés par le capitalisme. Aucune chance pour que ce dernier, d'ailleurs, le capitalisme, soit attaqué par l'Union européenne, parce qu'il faut quand même rappeler que la multinationale BlackRock conseille la Commission européenne sur l'environnement. Et gageons que pour le scrutin européiste de juin 2024, les idiots utiles de type ELV, non avares en efforts pour criminaliser le communisme par ailleurs, ne manqueront pas de faire croire qu'encore une fois il est possible de construire une Europe verte, de verdir l'UE, tout comme il serait d'ailleurs possible de verdir le capitalisme, prenant appui sur son prétendu succès de mai 2019, puisque rappelons qu'à l'occasion, la liste Europe Écologie Les Verts, et vous remarquerez que le mot Europe est d'ailleurs le premier mot qui vient, emmenée par Yannick Jadot, arriva en tête des formations de gauche avec 13,4% des voix et une troisième place, en dépit d'ailleurs d'un taux d'abstention qui, lui, était à plus de 48,5%. Autant d'artifices grossiers qui ne doivent pas tromper les travailleurs, dont la seule option est de délégitimer l'Union européenne, et ainsi la Macronie, à travers un boycott populaire massif de ce scrutin, qui ne servira qu'à relégitimer une Macronie aux abois, et au passage à offrir un tapis brun pour Le Pen pour la course à l'Élysée en 2027.
L'actualité idéologique culturelle en fin de la semaine, eh bien, c'est la sortie du film L'Abbé Pierre, Une vie de combat. Film sorti le mercredi 8 novembre 2023 et ainsi présenté. Né dans une famille aisée, Henri Grouès a été à la fois résistant, député, défenseur des sans-abri, révolutionnaire et iconoclaste. Des bancs de l'Assemblée nationale au bidonville de la banlieue parisienne, son engagement auprès des plus faibles lui a valu une renommée internationale. La création d'Emmaüs et le raz de marée de son inoubliable appel de l'hiver 54 ont fait de lui une icône. Pourtant, chaque jour, il a douté de son action. Ses fragilités, ses souffrances, sa vie intime à peine crédible sont restées inconnues du grand public. Révolté par la misère et les injustices, souvent critiqué, parfois trahi, Henri Grouès a eu 1000 vies et a mené 1000 combats. Il a marqué l'histoire sous le nom qu'il s'était choisi, l'Abbé Pierre. Un film qui fait terriblement écho à la situation de millions de travailleurs aujourd'hui en France et qui aura nécessité un immense travail puisque pour documenter le film, les scénaristes ont pu compter sur le soutien de la Fondation l'Abbé Pierre qui leur a donné accès à une vaste documentation. Concrètement, l'équipe a pu avoir accès aux archives, soit environ 5000 photos, dont 1500 inédites. Il y avait aussi des documents vidéo et l'équipe a pu visiter des communautés, faire des maraudes. La réalisation a suscité toutefois les critiques, ce qu'accepte le réalisateur Frédéric Tellier qui assume ses choix. C'est injuste de résumer 74 ans de la vie d'un homme en 2h15. C'est un point de vue subjectif sur les choses qui représente, d'une certaine manière, ce qu'il s'est passé. Il manque évidemment beaucoup de choses, beaucoup de nuances, beaucoup de variations de sa vie qui ont existé. C'est un point de vue sur sa vie, assez subjectif. Il a au moins le mérite de le dire. Et cela explique certainement en partie les critiques de la presse. Le Monde regrettant notamment que le film se transforme en une hagiographie, tandis que Libération dénonce la charité crétine portée par ce film, taillé pour les sorties scolaires, les remises de prix et les interviews aux yeux humides. Au-delà de ces critiques féroces et qui pour certaines frisent la condescendance, notons que l'abbé Pierre constitue un sujet d'actualité, et qu'en tout cas, il fait encore référence à une époque où, plus que jamais, les inégalités et la pauvreté explosent en France, ce dont nous parlerons d'ailleurs dans la prochaine revue de presse. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse du 6 au 12 novembre 2023 que nous vous invitons une fois de plus à partager sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Une revue de presse que vous pourrez aussi retrouver sur le site Initiative communiste du PRCF. Et plus que jamais, dans ces temps ténébreux de confusionnisme, de fascisation, de destruction du genre humain, menons le combat pour une nouvelle hégémonie culturelle, notamment ce que tente de faire à la hauteur de ses moyens, eh bien, la revue de presse du PRCF, à partager et à diffuser le plus largement possible. Et bien entendu, rejoignez le PRCF. Le combat continue, camarades.